Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à Léonard Paris. Pour ceux et celles qui viennent ici pour la première fois, je le redis, désolé pour les habitués, je reconnais quelques visages. Vous êtes ici donc, dans le laboratoire ouvert Futur des villes et des infrastructures qui a été lancé par Vinci il y a peu de temps, 8 mois tout juste. C'est un lieu qui est destiné à accueillir à la fois des équipes d'innovateurs de Vinci et leurs partenaires, d'une part, qui accueille des projets innovants à l'initiative d'entrepreneurs, donc de salariés de Vinci qui portent de ces projets innovants, de start-up ou encore de business units de Vinci qui souhaitent donner un environnement dépaysé, disons, certains de leurs projets. Et enfin, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on vous invite très régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, à venir assister, et plus encore qu'assister, à participer à des événements qui vont traiter justement du futur des villes et des infrastructures. Parmi les derniers événements qui se sont déroulés ici, alors on a eu une grosse thématique et un cycle où pendant, je dirais en profondeur, on est revenu sur les enjeux justement de la construction de la ville zéro carbone. Et donc la thématique carbone, l'innovation facteur 4 sont revenus à plusieurs reprises sur cette scène. On a tout récemment également présenté les notes que nous avons prises au retour de CES, Consumer Electronics Show, dont vous avez certainement entendu beaucoup de choses et dont je redirai un mot tout à l'heure. Pour l'heure donc et pour aujourd'hui, on va parler de résilience et plus spécifiquement en fait de résilience climatique. La résilience, c'est une notion qui est dérivée de la psychologie. Là encore, bon nombre d'entre vous être déjà familiers, au fond, avec cette notion qui revient souvent dans le débat. Une notion, ou en tout cas une propriété, une notion qui décrit la capacité ou la propriété d'un objet ou d'une personne de résister à un choc et aussi et surtout de revenir à l'état initial. Et en matière de changement climatique, la notion de résilience, donc de résistance et de capacité à revenir à l'état initial est extrêmement populaire parce que opératoire et utile, comme on va le voir tout à l'heure. Alors, le changement climatique a des impacts, c'est une évidence, donc en ville, et en particulier du côté des catastrophes naturelles. Donc on peut parler ou penser à des tempêtes, des incendies, des inondations, des canicules. Donc les épisodes climatiques sont de plus en plus fréquents et de plus en plus sérieux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes nombreux dans le domaine de la conception, de la construction et de l'exploitation des villes et des infrastructures à nous demander comment construire différemment ou comment adapter justement ces dispositifs. Rien qu'en 2018, je notais que les 10 événements climatiques les plus extrêmes dans le monde, et j'espère que Louis-Rémy ne me contredira pas, puisqu'il arrive lui avec des chiffres, donc ont coûté près de 80 milliards d'euros. Donc la question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est celle des solutions, ou des aperçus, ou des débuts de solutions. Il est bien évident, et on en reparlera peut-être, que les solutions sont certainement systémiques, mais on a la chance d'avoir aujourd'hui des porteurs de projets, de propositions, des gens qui s'interrogent et qui proposent justement des solutions pour renforcer, alimenter cette thématique de la résilience climatique des villes et des infrastructures. Chez Vinci, et en particulier chez Léonard, on réfléchit à cette thématique, sous plusieurs angles d'ailleurs. À Léonard, depuis juillet 2017, il y a un groupe de travail, un groupe de prospective qui réunit des experts de Vinci et qui réfléchissent à la façon justement dont on peut rendre ces villes et les infrastructures plus résilientes au choc climatique. La Fabrique de la Cité, qui est un think tank qui réside ici même, s'interroge aussi en profondeur sur la thématique de la résilience. Et je vous invite à l'occasion, si la thématique vous intéresse et si vous souhaitez l'approfondir, à consulter leurs travaux sur le web. La résilience est à la mode, si on peut dire, et on l'a retrouvée, je le disais tout à l'heure, donc à CES, Consumer Electronics Show, à un endroit où on l'attendait finalement assez peu, puisque la question justement des systèmes, alors de manière plus large, mais notamment des systèmes urbains, à résister au choc et à revenir à leur état initial, était l'une des thématiques phares, et on en reparlera tout à l'heure avec Climate City. Et enfin, pour approfondir encore, notez qu'en mars,
le CEREMA organise une biennale à Montrouge, donc la Biennale des territoires dont nous sommes partenaires et qui sera consacrée à la résilience des moyens de transport. Donc c'est du 18 au 20 mars et on pourra s'y retrouver et se retrouver à nouveau donc, autour de cette thématique. Voilà, donc ce soir, un certain nombre d'acteurs du changement, ou en tout cas de l'évaluation de ces problématiques, prennent le micro pour vous présenter donc, des solutions et des diagnostics. Donc je vais vous inviter voilà, à nous rejoindre en vous présentant donc, Louis-Rémy Pinault de Generali et Clément Jacquemart donc, de Vinci Construction France, qui l'un et l'autre venaient bien partager déjà vos éléments de constat. Celui d'un assureur d'abord, qui est aux premières loges pour observer les effets et les impacts du changement climatique, et ensuite celui d'un constructeur qui nous expliquera comment on peut designer et concevoir des constructions plus résilientes au changement climatique. Louis-Rémy. Ok. Bonsoir à tous. Alors en effet, l'assureur est au cœur du risque. Et il est toujours, en étant au cœur du risque, il est toujours face à un certain nombre de risques, qu'il s'agisse évidemment des risques climatiques, mais également un observateur et aussi un acteur du risque. En fait, l'assureur va accompagner l'ensemble des entreprises ou des particuliers tout au long de leur vie. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des éléments, et notamment climatiques, impactent complètement son activité. Alors, l'assureur, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'il y a, je voulais apporter, si ça vous intéresse, de le regarder après ça sur Internet. Vous allez le retrouver, c'est le baromètre des risques émergents de la part des assureurs. C'est un baromètre qui a été effectué en 2018 et en 2019 et qui montre quels sont pour les assureurs les risques qui sont pour eux les plus préoccupants. Alors il y a une vision à 1 an et une vision à 5 ans. Dans la vision à 1 an, les risques climatiques n'apparaissent pas comme étant les risques prioritaires. Ils apparaissent au 3e rang, derrière le risque, derrière le cyber-risque, et ensuite derrière les risques qui sont liés aux problèmes sociaux, mais comme on est dans la perception, c'est absolument pas étonnant, et les risques climatiques interviennent ensuite au 3e rang. En revanche, lorsqu'on est sur 5 ans, les risques climatiques arrivent après le cyber-risque, et ils arrivent en 2e position. Alors, le cyber-risque, c'est vraiment la problématique des assureurs, et je pense que c'est aussi une problématique qui va se poser en termes de bâtiments, avec les bâtiments connectés et autres. Je pense que c'est quelque chose qui sera intéressant, mais qui mériterait peut-être un autre débat. En ce qui concerne le risque climatique, depuis maintenant les années 2000, les assureurs ont mis en place un observatoire qui s'appelle l'AMRN et qui comme son nom l'indique, observe les différents risques. Qu'est-ce qu'on observe? On observe évidemment une augmentation à la fois de la fréquence et de la gravité des risques, mais si les assureurs mettent finalement le risque comme étant pas forcément une priorité, c'est parce que quelque part, aujourd'hui, on arrive à maîtriser à peu près les coûts des différents sinistres en matière de catastrophes naturelles. Avec des pointes, on a évoqué tout à l'heure les tempêtes de 99, on évoquera tout à l'heure sans doute le problème d'Irma, avec des pointes, mais globalement, c'est quelque chose qui est relativement lissé et qui se situe à peu près à 48 milliards sur les 10 dernières années. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les sinistres vont augmenter, vont doubler, puisqu'on prévoit pour 2050 à peu près un doublement à 92 milliards à peu près le montant des sinistres, alors qui rentrent dans le cadre de l'assurance. Une fois de plus, parce que tout le monde n'est pas assuré, et c'est là on est dans le cadre des dommages qui sont assurés par les différentes compagnies d'assurance. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est en effet important, mais en France, il y a une caractéristique en France, c'est que les sinistres de catastrophes naturelles qui font l'objet d'un arrêté de catastrophes naturelles depuis 1982, sont couverts par un système vous payez une taxe de 9% sur les catastrophes naturelles, et c'est ça qui permet, avec un système de réassurance qu'on appelle la CCR, les risques sont en effet maîtrisé en termes de coûts par les assureurs et la réassurance, puisque c'est l'État qui en est garant. Donc vous voyez, c'est un système qui est robuste en France. Donc les assureurs, qu'est-ce qu'ils font? En effet, ils observent, ils mettent en place un certain nombre de données, mais c'est vrai que l'enjeu, c'est pas seulement d'observer, mais c'est de comprendre aussi les raisons pour lesquelles on a un certain nombre de sinistres. Donc c'est ce qu'ils mettent en place. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui émergent dans l'assurance, comme avec
des géologues, des géographes, pardon, avec des climatologues qui sont maintenant au sein des compagnies d'assurance pour essayer de voir comment on peut mieux anticiper pour mieux mesurer. Les sinistres qu'on a pu voir dans l'épisode Sevenol, par exemple, c'est 120 millions d'euros. Donc il y a des pointes. Il y a des pointes avec Irma, 1,7 milliard, ou avec les sinistres de 2016, qui sont à peu près 1,3 milliard. Mais aujourd'hui, même si on peut imaginer que le régime des catastrophes naturelles va devoir être revu, ce qu'on peut en effet considérer, c'est que c'est quand même en France bien maîtrisé, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, puisque la France est quasiment un des seuls pays à avoir, il y a aussi l'Espagne, mais avec un système moins favorable, à avoir un système de catastrophes naturelles. Maintenant, la question, c'est est-ce que le régime pourra tenir? Et ça veut dire en réalité qu'il faut que les assureurs commencent à mieux travailler sur l'anticipation et qu'il y ait également un certain nombre de travaux qui se fassent sur les territoires de manière décloisonnée avec tous les acteurs du risque. Et ça, en effet, qui va être essentiel. Et puis l'assureur, il a aussi un rôle, parce qu'une fois que les caméras sont passées, qu'on a vu, en effet, les politiques venir sur le lieu des sinistres, c'est après que ça se passe. C'est la reconstruction, et c'est là où c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est là où, notamment, en matière de risque, alors, les entreprises on doit pousser les entreprises à mettre en place des plans de continuité d'activité. Ce qu'il faut savoir, je ne peux pas vous donner beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des sinistres de catastrophes naturelles touchent les particuliers. Dans plus de 70%, 80% des cas, ce sont les particuliers qui sont touchés par les sinistres de catastrophes naturelles. Et souvent, d'ailleurs, les gens les plus défavorisés sont ceux-là qui sont touchés par ces sinistres-là en majorité. En revanche, ce qui est préoccupant, ce sont les sinistres de sécheresse, parce que souvent, on imagine l'inondation, mais les sinistres de sécheresse sont des sinistres beaucoup plus compliqués et sont des sinistres qui ont des coûts nettement supérieurs. Et là, il n'y a pas forcément, là, il y a un certain nombre de cas où le régime des catastrophes naturelles ne s'applique pas, où il est refusé, puisque c'est en effet un système qui passe par un arrêté. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant. Donc il y a une grosse préoccupation, en revanche, sur les problèmes de sécheresse qui impactent énormément les particuliers, entre autres, puisque c'est excessivement coûteux ensuite quand vous avez un sinistre de sécheresse. Donc voilà, globalement, ce que je peux vous dire, très, très schématiquement. Vous avez les données, vous allez sur la MRN et vous allez trouver une multitude de renseignements. Et puis sur le site de la Fédération française d'assurance, ça va vous donner un peu la trajectoire aujourd'hui qui est celle des catastrophes naturelles et le rôle des assureurs. Merci. Peut-être deux précisions pour rebondir sur votre exposé. Ce régime de catastrophe naturelle, si vous vouliez peut-être le détailler pour l'assistance qui n'est pas forcément familière, justement avec le rôle finalement de l'État, le partage du poids ou du fardeau des remboursements par l'État et par les assureurs. Alors bien sûr, le régime des catastrophes naturelles a été mis en place en 1982 et quand il y a des catastrophes, eh bien donc les communes demandent à ce que l'état de catastrophe naturelle soit mis en place. Et ensuite, il y a en effet le système de déclaration des sinistres. Donc ce sont les assureurs en première ligne qui interviennent. Et ensuite, à 50%. Et ensuite, il y a la caisse de centrale de réassurance prend le relais. Et c'est elle, après ça, qui est ensuite garantie par l'État pour que les sinistres puissent être en effet indemnisés. Donc on est sur un système qui est, une fois plus, qui est robuste. Mais la trajectoire sur laquelle on est fait que il y a de fortes chances qu'on aille vers un zonage, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec les différents sinistres qu'il y a des zones qui sont évidemment plus vulnérables que les autres, et donc on va sans doute aller vers ce système de zonage avec des cotisations qui vont sans doute être réajustées en fonction des zones. Merci. Et peut-être vous faire repréciser une deuxième chose, que vous avez attiré notre attention sur la sécheresse, qui vous semble être un risque important pour le bâtiment, clairement. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu comment, justement, la sécheresse peut impacter les constructions de vos clients, avant d'en venir, bien évidemment, à la question je ne suis pas le spécialiste du bâtiment, mais ce qu'on va trouver, ce sont tous les problèmes de rétractation qui vont faire en sorte que les soubassements vont être attaqués. Donc ça veut dire
C'est-à-dire qu'après, il faut reprendre les soubassements, parce que les maisons en fait, vont être fissurées, et donc il faut reprendre par les soubassements et ensuite refaire une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste, mais on a sur des coûts qui sont relativement importants, puisqu'on est dans des zones où les sinistres peuvent coûter 80 ou 100 000 euros à peu près pour reprendre des maisons. Et on s'aperçoit que les habitations après 75, alors pour des raisons de structure, sont plus touchées que celles d'avant. Donc on a des départements qui sont vraiment des zones hyper touchées par la sécheresse, notamment le sud-ouest et le sud-est. Donc en effet, c'est quelque chose qui est en effet important. Alors après, je ne sais pas quels sont les modes de prévention qu'on va mettre en place. Là, c'est un autre sujet qui, je pense, peut vous concerner davantage. Merci Louis-Rémy. Effectivement. Alors, je proposerai à chacun de poser des questions à Louis-Rémy et à Clément. Pour l'heure, je trouve intéressant de vous proposer de rebondir immédiatement. Donc, Clément Jacquemart, vous êtes directeur des ressources techniques et opérationnelles à Vinci Construction France. Voilà, et on vous a demandé de venir témoigner, au fond, de la façon dont vous pouvez intégrer cette notion de résilience et plus largement la question du changement climatique dans vos projets et dans les projets qui sont entrepris par Vinci Construction France. Oui, je vous remercie. Donc, bonjour à tous. Pour poser les hypothèses de la discussion, il faut déjà avoir en tête que chez Vinci Construction France, nous sommes constructeurs. Donc, qui dit constructeur dit avant tout, et même dans le cas où on aurait de la conception, hein, on est maintenant souvent sur des projets où le constructeur est associé à la conception de l'ouvrage, mais même dans ce cas-là, on répond à un cahier des charges, on répond à des demandes de notre donneur d'ordre. Donc, on se situe toujours dans ce cadre-là. Ensuite, en France, en général, et en particulier en Île-de-France, on peut considérer qu'on a deux gros sujets liés aux variations climatiques. C'est les sujets, tout d'abord, d'inondation, hein, tout ce qui est lié à l'eau, aux venues d'eau. Ça, c'est un sujet qui devient extrêmement, ou qui est extrêmement présent, en particulier en région parisienne. Et puis, deuxième sujet qu'on découvre peut-être un peu plus, ou en tout cas on se questionne plus maintenant, c'est les sujets liés au réchauffement proprement dit, les notions de canicule. Donc, pour ce qui est des sujets liés à l'eau, on peut l'aborder de plusieurs façons. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, en France, on est déjà extrêmement bien encadré par la réglementation. Hein, on a des réglementations qui sont assez poussées, que ce soit sur les sujets liés à l'eau, avec notamment les PPRI, hein, les plans de protection du risque d'inondation. Donc là, on a une législation à laquelle on doit se tenir et qui couvre, qui est censée en tout cas couvrir ces risques. Et puis, on en parlera tout à l'heure, pour ce qui est lié au réchauffement, on a toute une réglementation thermique en France qui est en place et qui évolue. Pour autant, on peut s'interroger et chercher à aller plus loin que cette réglementation, et on peut le faire pour plusieurs raisons. On peut le faire déjà pour répondre à une attente du client sur la volonté d'avoir un ouvrage qui est durable ou un ouvrage qui, justement, est, pour reprendre le terme, résilient face à ces problèmes-là. On peut le faire aussi, peut-être paradoxalement, mais on verra que c'est bien souvent le cas quand on se pose ce type de questions, pour des questions de coût. C'est-à-dire prendre en compte un risque au moment de la construction, c'est potentiellement limiter le coût ou de la construction ou en tout cas de la vie de l'ouvrage et de la maintenance durant la vie de l'ouvrage. Et puis enfin, on peut s'intéresser à ces sujets, et c'est peut-être une approche qui est un peu différente, mais qui maintenant dans le monde de la construction est très très présente et très importante, par le biais des certifications. En fait, beaucoup de certifications, je pense notamment au BRIM, prennent en compte ces sujets-là et s'intéresser dès la phase de conception à intégrer la prise en compte des changements climatiques dans notre ouvrage, c'est aller dans le sens de la certification et donc obtenir des points de certification qui nous permettent d'obtenir, par exemple, des mentions intéressantes au BRIM. Donc, c'est peut-être une action un peu détournée, mais c'est forcément intéressant en tant que constructeur et ça nous permet de répondre à un certain nombre de sujets et donc d'aller vers la satisfaction de notre client. Donc, si l'on s'intéresse sur les sujets de l'eau, on a plusieurs. Alors, ça concerne principalement évidemment les sous-sols. On a plusieurs approches possibles. Hein. Donc les sous-sols, on va penser au parking et on va penser aux locaux techniques. La première approche possible, c'est déjà
chercher à ne pas forcément lutter contre les problématiques d'eau. Et donc de s'autoriser à avoir, par exemple, des parkings inondables. Ça, c'est un point qui est maintenant assez régulièrement mis en place. Et là, on est directement dans la recherche d'un moindre coût de parking. Hein, on peut chercher, par exemple, à permettre, via des évents dans la structure, à permettre à notre parking de se remplir d'eau en cas de crue. On calcule le risque d'inondation, le temps de non-utilisation du parking. Donc ça, c'est quelque chose qui se négocie avec le client. Et ça nous permet de limiter considérablement les fondations du parking, puisqu'on n'est plus soumis à des surpressions d'eau, donc on limite les fondations et on limite des sujets d'étanchéité, etc. Donc ça, c'est une première approche qu'on peut avoir. Cette approche, on peut l'avoir avec plusieurs hypothèses de base. On peut s'intéresser, comme je vous l'ai dit, au PPRI, donc avec des cotes de crue, 1910 en région parisienne, mais on peut aussi aller plus loin. Et c'est là peut-être qu'on est dans la notion de changement climatique. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben voilà, on se projette dans un univers où les crues seront de plus en plus importantes. Donc là, c'est une approche statistique des choses qui sera peut-être plus de l'ordre de l'assureur que de l'ordre du constructeur, mais c'est quand même des données qui, à la base, nous intéressent et sur lesquelles on travaille maintenant. Et puis on se dit, ben voilà, on se met 1910 plus X%, et puis on travaille sur une approche en se disant, on construit un bâtiment pour le futur, et donc on se calibre sur des crues plus importantes que la crue réglementaire. Et puis l'autre approche qui est sans doute encore plus intéressante et qui a plus de sens en matière d'urbanisme aujourd'hui, c'est la notion par exemple de bassin versant, puisque dans les PPRI on est vraiment sur la notion d'inondation, de montée des eaux. Si on s'intéresse aux notions de bassin versant, là on est réellement dans la réalité de l'eau sur le terrain. Et on peut se dire, ben voilà, on va avoir des venues d'eau, que sera la ville dans 10, 20 ou 30 ans? Peut-être que les zones étanches seront beaucoup plus importantes. Cette zone-là sera-t-elle urbanisée? Cette zone-là sera-t-elle urbanisée? On peut s'intéresser à ce type de problématique-là et calculer nos ouvrages en conséquence. Alors, après, une fois que j'ai dit ça, c'est très intéressant. Mais actuellement, en France, pour nous, c'est avant tout des vecteurs de progrès, cette notion de bassin versant. On a peu de moyens de les calculer aujourd'hui et peu de moyens de les valoriser. Donc, par exemple, vis-à-vis du BRIM, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait aller chercher, qui est régulièrement travaillé dans les pays anglo-saxons. Pour le moment, en France, plus difficile pour nous. Donc, c'est quelque chose sur lequel, je pense, dans les années qui viennent, on va se pencher parce que c'est un vrai vecteur de progrès. Et puis ensuite, et peut-être de la même façon, sur les sujets chaleur, là, on est aussi dans cette réflexion de la réglementation. Les 28 degrés, ne pas dépasser 28 degrés pendant X% de l'utilisation du bâtiment, 1%, 2% par an, etc. Donc, on est dans la même réflexion, sauf que réflexion qu'on porte habituellement avec des fichiers météo moyens. Donc on a des données météo moyennes sur la région, et puis on travaille avec ces fichiers moyens. On peut, si on se positionne dans une notion de résilience aux aléas climatiques et au changement climatique, eh ben, aller chercher un risque canicule. On prend 2003 ou on prend 2003 plus, ou même se projeter dans une approche, je dirais, de climatologue, et de se dire, ben, on se place dans température, fichier météo prévisible en 2050, et puis on fait tourner nos calculs avec ces données-là. Donc on fait une STD, une simulation thermique dynamique sur notre bâtiment, mais avec des fichiers météo qui ne sont pas forcément les fichiers d'aujourd'hui, mais les fichiers qu'on cherchera à avoir demain. Et alors, on apporte les solutions techniques qui permettent de résoudre et de répondre à l'usage du bâtiment, mais dans des conditions climatiques qu'on aura demain.
Merci Clément, ça me paraît très très clair. Avant de passer à vos questions, je vais peut-être vous faire rebondir et réagir sur une remarque de Louis-Marie concernant justement l'impact, alors non pas de la canicule ou des inondations, mais bien de la sécheresse, avec une remarque, un point peut-être un peu technique, mais malgré tout, sur la moindre résistance d'ouvrages qui auraient été conçus ou réalisés après 1975, vous disiez. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je réfléchissais quand Miran parlait tout à l'heure. Oui, il faut avouer que moi je travaille en bâtiment sur des produits qui sont les ouvrages fonctionnels, les grands ouvrages fonctionnels, hein, donc bâtiments de bureaux, équipements publics, donc des gros ouvrages. On est nettement moins concerné par ces problématiques-là. Pourquoi? Bon, déjà on a souvent des sous-sols. Pas toujours, mais souvent. Donc, et puis les systèmes de fondation ne sont pas du tout les mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'habitat individuel, où là, on est finalement sur des ouvrages qui sont totalement dépendants. Alors, on est toujours dépendant du sol sur lequel on est posé, mais où l'interface ouvrage-sol est beaucoup plus faible. En fait, on pose la maison individuelle, alors qu'on fonde le bâtiment. Si je veux simplifier les choses, c'est un peu ça. Donc je pense qu'on est moins soumis à ça. Cependant, on laisse sans doute, si on regarde ce qui existe, on a par exemple des phénomènes d'enfoncement des villes dont on parle beaucoup actuellement. On est sans doute soumis à ça. Actuellement, c'est pas quelque chose qu'on mesure. On mesure beaucoup les risques de gonflement, par exemple. De gonflement des argiles, donc le risque inverse finalement, dans le cadre de dallage ou de sous-sol, mais assez peu les problèmes de tassement. Par contre, sans être long, mais pour rebondir là-dessus, il y a un vrai, et finalement c'est aussi une approche de la résilience du bâtiment, on travaille beaucoup actuellement sur les notions de réutilisation de l'eau. Donc finalement, on vient lutter contre la sécheresse. Alors c'est une approche qui est un peu différente, on n'est pas dans la résilience du bâtiment à l'aléa climatique, mais plutôt dans la recherche de la diminution de l'aléa climatique par l'apport de la construction durable. Donc actuellement, et ça c'est des choses qui se mettent en place, alors qui évidemment se valorisent aussi dans les certifications, il y a toujours une carotte, ça c'est sûr, mais qui se mettent en place très très régulièrement dans les constructions qu'on pratique aujourd'hui, de réutilisation de l'eau pour l'arrosage, pour des circuits où on n'a pas besoin d'eau potable, réutilisation de l'eau de pluie, voire même réutilisation des eaux grises. Donc en fait, l'approche sur l'aspect sécheresse, je pense qu'actuellement, l'approche, elle est plus dans l'effet d'aller chercher une plus-value environnementale, quoi. Merci beaucoup. Merci. À présent, voilà, je vais vous proposer, je vais donner un micro, proposer peut-être de poser les questions. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent approfondir un peu cette introduction. Monsieur. Oui, bonjour, merci pour vos présentations. Donc, on voit que d'un côté, il y a un savoir-faire en termes de conseils sur la protection ou sur l'adaptation face aux aléas climatiques. D'un autre côté, il y a un assureur. On peut imaginer que le conseil va se faire auprès des assureurs. Est-ce que vous, ou les assureurs en général, envisagent de suspendre leur assurance vis-à-vis de particuliers qui ne suivraient pas ces recommandations? Est-ce que c'est à l'ordre du jour compte tenu des problèmes de financement qui peuvent se poser à terme? Alors, honnêtement, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pas arriver à ces solutions-là. Donc, il y a une réflexion qui se fait justement lorsqu'on embauche un certain nombre de nouveaux talents qui vont concerner justement les climatologues et autres. C'est justement d'avoir des cartographies de risques qui sont en effet relativement précises, de manière à anticiper. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est au-delà de la froideur des chiffres, où on voit des montants comme ça qui passent en termes de milliards, de 48 milliards sur les 7-8 dernières années, qui vont passer à 93 dans une projection à 2050. L'idée, c'est de faire aujourd'hui de la prévention. C'est-à-dire que c'est d'arriver, et c'est ça qui change aussi le rôle de l'assureur, c'est que on était habitué à avoir un régime de CatNat et quelque part qui sécurisait un peu tout le monde, et puis finalement on n'était pas forcément dans l'analyse des risques. Aujourd'hui, on connaît la trajectoire de ces risques de CatNat, on voit à peu près où c'est réparti, donc on commence à avoir des modèles mathématiques qui deviennent de plus en plus fiables pour savoir à peu près ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, il faut accepter ces risques avec des modifications, certes de l'habitat, mais il faut maintenant apprendre
à anticiper les risques, à vivre avec, à prédire, à faire en sorte que la culture du risque, inondation, elle commence à s'imprégner. Les assureurs savent faire de la prévention en matière de risque incendie. Aujourd'hui, il faut apprendre à faire de la prévention en matière de risque naturel. C'est ça qui change, c'est ça qui va changer. Et pour ça, c'est un travail, je pense, sur les territoires, un travail qui doit être collectif et qui doit permettre de mettre ensemble, en commun les données, parce que c'est vraiment l'exploitation des données qui permet justement de pouvoir faire des trajectoires et imaginer ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas encore complètement rentré dans l'analyse de l'assureur. Et c'est justement la notion de résilience. C'est que la résilience des territoires elle doit se faire avec la résilience des entreprises et des citoyens, et c'est sur vraiment ça, c'est vers ça qu'il faut embarquer tout le monde. Et ça, c'est plus compliqué parce que acheter éventuellement des bâtards d'eau, réfléchir à la manière de s'organiser par rapport à une inondation, monter les machines à 20 ou 30 cm et autres, c'est pas complètement rentré aujourd'hui dans les attitudes des uns et des autres. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à connaître son territoire, le faire avec toutes les parties prenantes, et l'assureur, il a un rôle à jouer là. Et quand je reviens sur Irma, on voit aussi toutes les conséquences également d'urbanisation qui ont été faites dans des conditions parfois un peu compliquées. Irma, le problème, c'est une accumulation quand même de richesses, enfin dans tous les cas d'urbanisation sur les Antilles, par de la défiscalisation, etc., par des villas qui ont été construites, évidemment, vues sur mer et autres, avec une population qui est arrivée sur l'île, qui elle a construit des bâtiments un peu de fortune. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les tôles sont envolées, sont rentrées dans les villas qui évidemment avaient des superbes baies vitrées, etc., etc. Donc on voit qu'il y a aussi énormément de choses à faire à ce niveau-là. Et ça peut même poser d'ailleurs le problème de déplacement de population à terme aussi. C'est pas neutre, notamment quand on se rappelle ce qui s'est passé sur la côte ouest. Donc il faut aujourd'hui reprendre en effet cette notion de résilience, c'est la clé. Et le réchauffement climatique, c'est évidemment les catastrophes naturelles, mais c'est aussi la santé, c'est la pollution, c'est l'environnement, c'est l'ensemble. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ce n'est pas que la problématique en effet environnementale liée au climat, c'est toute la vie à la fois dans les villes et dans les campagnes. Peut-être, Clément, juste pour rebondir sur cette question-là, on a parlé de la réglementation qui tient finalement les constructeurs et promet un minimum, disons, de performance face au changement climatique notamment. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Et est-ce qu'avec certains clients, justement, la question climatique et de la résilience peut être évoquée? Oui, donc effectivement, comme je disais en introduction, le point de départ, enfin je dirais le socle, le niveau zéro de la conception, c'est la réglementation. Bien évidemment, on se tient et on doit se tenir à minima dans une réglementation. Et notre rapport avec les assureurs, ou en tout cas avec les assureurs via les bureaux de contrôle, puisque c'est ça le rapport qu'on a dans la construction, il se fait sur la base de la réglementation. Donc là-dessus, il n'y a pas, je dirais, pas de discussion possible. On parlait de réglementation incendie, évidemment, mais c'est la même chose sur le respect des règlements de protection vis-à-vis des inondations ou sur d'autres sujets. Sur l'usage, on parle, parce qu'on pense beaucoup dégâts, mais un bâtiment qui, de par sa gestion de la température, ne serait pas propre à son usage, pourrait poser des problèmes aussi vis-à-vis des assureurs. Enfin, on peut l'imaginer en tout cas. J'ai pas d'exemple en tête, mais on peut l'imaginer. Nous, ce à quoi on est confronté, en général, et c'est ça l'intérêt, et c'est ça la recherche qu'on peut avoir quand on recherche un bâtiment vertueux, j'en parlais tout à l'heure avec la notion d'économie d'eau, quand on cherche un bâtiment vertueux, c'est d'aller au-delà de la réglementation. Et en général, la demande de nos clients, elle est bien là. Elle est d'aller au-delà de la réglementation pour, alors à des fins purement commerciales, quand il y a le marché de l'immobilier d'entreprise, c'est un marché qui est souvent compliqué. Et donc, pour mettre en avant votre produit, vous faites appel à un certain nombre de certifications en disant, voilà, notre produit, il est labellisé sur tout un tas de sujets, sur des sujets d'être bien au travail, c'est extrêmement important, sur des sujets de santé, sur des sujets de qualité d'air intérieur, sur tous ces sujets-là. Et donc, ça valorise le produit du promoteur qui nous confie la construction de ce bâtiment. Et puis ensuite, ça peut aussi, et c'est pas négligeable, travailler sur les coûts de maintenance. Et ça, c'est aussi important. On s'intéresse maintenant au cycle de vie du bâtiment. Et donc, travailler sur les coûts de maintenance, c'est travailler sur la résilience du bâtiment aux crises. Merci. Peut-être une deuxième question? Bonjour.
Bonjour. Alexandra, merci beaucoup pour vos interventions. Ma question, du coup, c'est justement ce lien entre la réglementation et l'anticipation. Parce que vous disiez, Monsieur Pinault, que l'Observatoire des assureurs avait donc observé une augmentation en fréquence et en magnitude des événements extrêmes. Et justement, l'impact du changement climatique, c'est vraiment ces effets-là. C'est des événements qui sont beaucoup plus forts et surtout imprévisibles. Et en fait, vous répondez à ça que les assurances en tout cas, et puis aussi la construction, vous vous basez sur des réglementations qui sont pas tellement dans l'anticipation. Et du coup, je me demandais à quel niveau dans vos entreprises respectives, vous aviez des gens qui réfléchissaient en termes de prospective à des événements en fait, qui allaient pouvoir occurrir mais qu'on ne pouvait pas anticiper. Je pense notamment par exemple aux événements extrêmes qu'ont subis les littoraux français pendant quelques tempêtes, où en fait on n'avait pas pu tellement anticiper la puissance de ces événements, et donc il y a des impacts qui ne sont pas anticipables. Et donc comment vous faites en fait pour prendre en compte dans vos métiers respectifs les risques émergents liés au changement climatique, mais tout en restant collé à la réglementation qui n'est pas du tout dans l'anticipation justement? Alors, en ce qui concerne les assureurs, une fois de plus, il y a une grande difficulté, c'est arriver à collecter toutes les données. Donc, on en est quelque part, on en est qu'au début. Donc, et après, ce sont en effet des modèles par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux différents événements qu'on a pu avoir, et notamment les épisodes. On arrive quand même aujourd'hui, on a l'épisode Semnol, on a un certain nombre d'épisodes comme ça qu'on arrive à peu près à mesurer. Donc après, l'assureur, lui, il est surtout, il est déjà concerné par le fait de voir quels sont ses engagements, c'est-à-dire de regarder sur des zones données, comme par exemple Monaco pour le tremblement de terre, comme par exemple les différentes zones. Lui, son premier travail, c'est déjà de regarder quels sont ses engagements, et ensuite on scénarise les scénarios les scénarios qui seraient les plus catastrophiques. Donc on commence à travailler en effet là-dessus, parce qu'on a besoin aussi, l'assureur a besoin aussi de démontrer sa résistance, aussi sa propre résilience. Donc aujourd'hui, on travaille sur un certain nombre d'événements par rapport au passé, on les reprojette et on les par rapport à des données économiques, donc par rapport en effet à l'ensemble des engagements qu'on a. Alors c'est un peu ce qu'on appelle le SMP, etc., le sinistre maximum possible, etc. Donc on fait des prévisions mathématiques par rapport à ça qui nous donnent notre engagement maximum. Et ensuite, on travaille avec aujourd'hui de plus en plus avec non seulement il y a l'actuariat qui sert à ça, mais on travaille aujourd'hui donc avec des climatologues qui observent les différents phénomènes pour voir en effet s'ils peuvent être reproductibles ou pas. Et puis il y a un autre élément qui est assez perturbant également, c'est de regarder quel est l'impact des sursinistres. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'ouvrages, ça c'est ce qu'on a pu constater notamment dans l'Aude, un certain nombre d'ouvrages qui sont dans des états qui ne sont pas forcément avec des digues, qui sont dans des états d'entretien qui posent des problèmes. Et on a pu voir aussi qu'on a des sursinistres avec des ruptures de digues. Donc c'est là où après, il faut intervenir pour qu'on puisse, une fois qu'on a fait ces analyses-là, faire en sorte qu'il y ait de la prévention qui se fasse, d'où l'intérêt de travailler sur le terrain avec les différentes parties prenantes. Parce qu'il y a des choix de prévention. Et la CCR a fait des analyses où on s'aperçoit qu'on commence aujourd'hui, depuis les années 2000, depuis le plan Barnier. Le plan Barnier, c'est ce qui permet justement de faire un certain nombre d'investissements en matière de prévention. Par rapport à des choix de prévention, on commence à pouvoir, en tous les cas, mesurer, pas forcément mesurer, mais c'est compliqué à mesurer, mais on commence à voir que la prévention commence à donner des résultats. Mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à être réellement très précis là-dessus, ça je vous l'accorde. Donc il va falloir encore engranger pas mal de données pour pouvoir commencer à pouvoir faire vraiment de la prédiction. Là on est plutôt dans l'actuariat qui mesure les différents effets avec des projections. On n'est pas encore vraiment dans la prédiction. Mais les nouveaux satellites qui ont été lancés devraient normalement avoir de meilleurs résultats. Et nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'on alerte davantage les clients. C'est-à-dire que si vous avez des concessions automobiles avec des risques de grêle, on va les alerter pour qu'ils rentrent leurs véhicules. Si vous avez des particuliers qui sont en effet dans des zones où ils sont très exposés, on va leur donner un certain nombre de conseils de ne pas prendre la voiture et autres. Donc on commence avec une société extérieure, c'est-à-dire qu'on s'associe avec les entreprises
entreprises extérieures, on commence à renvoyer des SMS et autres pour commencer à développer cette culture de risque que j'évoquais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on commence à essayer de donner l'ensemble de ces informations-là. Mais on en est réellement en effet qu'au début. Donc on a des courbes qui nous permettent de voir qu'on est sur des trajectoires en matière de catastrophes naturelles, mais on n'est pas encore complètement dans la prédiction. Mais il faut travailler sur la culture du risque. Il faut faire en sorte que l'ensemble de nos citoyens commencent à prendre conscience qu'ils sont exposés. Mais en étant exposés, on commence aussi à faire en sorte, d'abord, il faut sauver les vies, et puis après, mesurer certains endroits où la prévention est nécessaire, et en tous les cas, pour éviter, notamment sur les ouvrages d'art, d'avoir des conséquences dramatiques. Merci. Sur la question de la prospective, je peux apporter des éléments de réponse, et en particulier du point de vue de Léonard. Léonard, c'est un ensemble de programmes qui ont précisément été conçus pour apporter ou tenter d'apporter des réponses à des enjeux, des transformations, notamment environnementales, de nos métiers, de nos activités, de nos marchés, à l'horizon de 5 ans, 10 ans. Et comme je le disais en introduction tout à l'heure, un groupe de travail et de prospective a été lancé qui rassemble les différents métiers de Vinci. Et il est intéressant, bien évidemment, de voir que des gens qui sont constructeurs, qui interviennent sur les travaux publics, des gens qui interviennent au contraire, ou qui se distinguent en intervenant sur l'animation et l'exploitation d'infrastructures comme des autoroutes ou des aéroports sur le temps long, se posent les mêmes questions et ont bien évidemment des intérêts convergents à prendre en compte des données qui sont pour beaucoup, bien évidemment, les mêmes que celles sur lesquelles, et des données climatiques que celles sur lesquelles travaillent les assureurs, prendre en compte le risque et la prévalence du risque en matière de catastrophes naturelles, mais aussi les risques tendanciels, les augmentations tendancielles de température, de niveau des eaux, etc. etc. Donc, ils font l'objet d'un certain nombre de réflexions et de travaux qui sont animés par Camille, qui est ici, et avec qui vous pourrez échanger juste après, Camille Vignotte, avec qui vous pourrez échanger juste après sur l'avancée, disons, de ces réflexions. Une autre question avant de passer aux présentations de quelques-unes des solutions qui sont venues vers nous. Eh bien, s'il n'y en a pas, je vous propose d'applaudir. Ah, pardon. Une décision, un regret. Bonjour, donc vous avez parlé de prédictions climatiques. Je voudrais savoir très concrètement quelle trajectoire vous envisagez dans vos prédictions. Est-ce que vous êtes toujours sur un objectif 1,5 degré ou est-ce que vous envisagez aussi les alternatives qui seront certainement moins réjouissantes? Et notamment, j'aimerais bien avoir le positionnement de Generali par rapport à ce qu'a dit AXA, je crois, qu'un monde à 2 degrés n'était pas assurable. Je peux pas m'engager. Enfin, à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, 1,5 déjà, c'est une moyenne. Si vous prenez déjà dans le sud-ouest, il y a des études qui ont été faites et il y a un rapport qui est sorti, ils sont déjà à 1,4. Donc on voit déjà qu'à ce niveau-là, c'est quand même extrêmement préoccupant de voir que certaines zones déjà du territoire sont déjà sur une trajectoire qui est importante. Après, est-ce que je ne peux pas vous répondre réellement aujourd'hui, tout ça, c'est assez honnêtement, c'est très, très compliqué. Sur la trajectoire des catastrophes, on voit qu'elles sont quand même excessivement ciblées quand même. Donc, ce qu'on voit sur les inondations en France, ce qu'on voit sur les tempêtes, on prévoit, on se cale sur ce qu'on a déjà connu. On fait la même chose que ce qui est évoqué tout à l'heure. On se cale sur ce qui est déjà connu en matière d'événements et on prend des marges plus importantes pour justement regarder comment est-ce que nous on peut continuer à assurer. Je ne sais pas, à 2 degrés, je pense en effet qu'on aura à 2 degrés, c'est quasiment, on va être dans une situation de montée des eaux. Il y a une partie du littoral qui sera en effet ensevelie, enfin qui sera sous l'eau. Ça va être en effet relativement, avec justement des problématiques de déplacement de population. Donc là, en effet, on va arriver à des situations qui vont être excessivement tendues. Tout comme c'est la concentration également des richesses qui pose problème. Quand vous prenez Monaco, par exemple, un tremblement de terre, il y a une partie de Monaco qui est hyper exposée. Donc ça reste assurable. Il y a sans doute un moment où on va considérer que ça ne l'est plus, qu'il faudra trouver d'autres solutions en tous les cas. Mais je ne peux pas vous donner réponse là-dessus. On n'en est vraiment qu'au tout début. Les chiffres ont maintenant 10-12 ans. On voit qu'on a eu quand même des épisodes comme 2016, comme Irma, mais ça reste encore 1,7 milliard ça reste encore aujourd'hui quelque chose de supportable. 1,7 milliard. 1 milliard globalement. On est encore sur, quand j'évoque tout à l'heure la trajectoire avec le doublement, donc à 30 ans, à 92 milliards, 92 milliards reste encore acceptable.
Ce qui n'est pas forcément le cas de la cybercriminalité. Hein. C'est comme ça, mais il y a mais 92 milliards, le système de l'assurance continuera à tenir le coup. Plus, compliqué, mais jusqu'à 250 milliards, ça pose visiblement sur l'échelle mondiale, 250-300 milliards, ce qui donne quand même de la marge, permet quand même de pouvoir faire face. Mais faire face, c'est pas seulement suffisant, c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser les questions de la construction, de l'anticipation, mais ça va forcément générer des problèmes sociaux qui vont être importants. Ce sont les plus vulnérables en plus qui vont ramasser, et ça va poser des problèmes de déplacement de population. La question du déplacement de la population, même de la reconstruction, c'est posé aux Antilles. Hein. C'est vraiment posé. Donc au-delà de ça, c'est l'assurabilité. Certes, les assureurs vont devoir repousser les limites de l'assurabilité. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui n'est pas forcément assurable aujourd'hui, demain devra l'être. Parce que c'est l'évolution normale de l'assurance, c'est son rôle. Et l'assureur, il est là pour accompagner sur une trajectoire, là aussi, de catastrophes et autres. Il est là pour accompagner. Mais ce qui va être compliqué, ça va être les déplacements de population. Ça, oui, ça va être vraiment compliqué. Alors, peut-être pour donner une chance à Clément de rebondir aussi, on voit un peu les challenges que peut poser la question d'augmentation tendancielle des températures jusqu'à 2 degrés. Est-ce que construire pour plus de degrés, c'est pareil que construire pour 1,5 degré ? Alors, pareil, non, c'est assurément pas pareil. Maintenant, on peut apporter des réponses à l'ensemble des questions qui nous seraient posées sur ces sujets-là. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on se prend des hypothèses de calcul en simulation thermique dynamique, et puis, fort de ça, on vient mettre en place derrière les éléments qui nous permettent de permettre l'usage du produit construit dans un cadre donné. Donc, alors, on pourrait bien sûr apporter déjà une réponse je dirais qui est sans doute la plus simple, mais qui n'a absolument, qui n'a évidemment aucun sens, qui est la réponse active. On met des groupes froids et puis on vient refroidir nos bâtiments, et puis en fait on vient générer des problèmes. Alors problèmes macro si on considère les dépenses énergétiques, etc., mais aussi des problèmes à l'échelle du quartier sur les sujets par exemple d'îlots de chaleur. Donc en fait on est dans une escalade des problématiques. Donc c'est absolument pas les tendances qu'on a aujourd'hui dans la construction, où on est sur des recherches d'éléments passifs pour gérer l'ambiance et les températures dans les bâtiments, avec des circulations d'air, avec la récupération de l'air de nuit pour venir rafraîchir le bâtiment, pour stocker de la fraîcheur, pour ce genre de choses-là, avec des bâtiments qui sont déjà en place. Je pense notamment, on est en train de terminer la construction de l'école normale à Saclay. On est typiquement dans ces sujets-là, où on fait circuler de l'air dans les planchers pour venir rafraîchir les ambiances. Moi, je crois que l'enjeu, il n'est pas tellement sur la technique, parce que le propre des ingénieurs, c'est d'être inventif, et donc ils trouvent des idées. L'enjeu, il est réellement dans les usages. Et je pense que la difficulté demain, elle sera dans les usages. C'est-à-dire, quand je pense aux usages, je pense au confort, à la notion de confort. Et la notion, je pense que dès à présent, aujourd'hui, la construction telle qu'on la conçoit, pour répondre à la fois, on l'a dit, aux réglementations, mais surtout à l'ensemble des labels qui nous sont proposés, cette construction, elle est en avance sur les concessions que sont prêts à faire les usagers vis-à-vis de leur confort. Et la grosse difficulté pour moi, la grosse évolution qu'on a à engager, elle est là-dessus. C'est-à-dire que, est-ce qu'on accepte qu'il fasse un peu frais l'hiver dans les bureaux et qu'il fasse un peu chaud l'été dans les bureaux? Et la grosse difficulté, elle est là. Et en fait, on se rend compte, et c'est assez désespérant en tant que constructeur, qu'on met en place des bâtiments qui sont extrêmement évolués sur leur gestion au plus extrêmement fine des circulations d'air. On vient ouvrir sur des patios, on imagine que le patio peut avoir des effets pour faire remonter l'air chaud, etc. Enfin, on a des approches extrêmement fines, et puis vous revenez dans le cadre d'un parfait achèvement, ou au bout d'un an dans votre bâtiment, et vous avez des petits convecteurs électriques partout, et vous avez des clims portatives partout, et en fait, et là on est uniquement dans la problématique de confort. Je pense on n'est pas encore prêt en tant qu'utilisateur de bureaux à être dans le cadre de ce pourquoi les bureaux sont dessinés aujourd'hui.
Merci, voilà un défi pour l'utilisateur et pour la salle autant que pour les constructeurs. Donc, merci, donc cette fois-ci on peut vous applaudir pour la deuxième fois pour certains. Et puis on va vous proposer maintenant donc, d'entendre les présentations de 6 porteurs de projets et qui chacun à leur manière vont apporter des fragments de solutions à la problématique de la résilience climatique des villes et des infrastructures. Le premier pitch, alors chacun a reçu pour consigne de pitcher 5 minutes, donc c'est très court, très bref. Vous aurez le temps de poser 1 ou 2 questions juste après, et on va enchaîner donc, ces 6 pitchs, en commençant par Résilience et par donc Karim Selouane en particulier. Karim Selouane, alors c'est quelqu'un qui connaît bien Léonard, puisqu'il est graduate, on pourrait dire, diplômé du parcours d'entrepreneur donc de Vinci qu'on anime ici. Résilience, c'est le bureau d'études donc de Vinci qui est dédié à l'adaptation des projets, des villes, des territoires et des infrastructures aux usages justement du changement climatique. Donc là j'ai le chrono qui est contre moi. Très bien. Donc Résilience, effectivement, c'est le bureau d'études qui est dédié à l'accompagnement des villes, des promoteurs immobiliers, du secteur institutionnel et des opérateurs à l'adaptation de leurs infrastructures au changement climatique. Hop, ça marche comment? Là, c'est du décompte, hein, je passe mon temps. Ah voilà, très bien. Bon, voilà, ça c'était la page d'accueil du site, donc vous pourrez aller voir ce que l'on propose de manière plus précise. Et les termes ont vachement ont une importance, conception, construction et opération. Donc on est vraiment sur l'ensemble des cycles de projet. Alors qu'est-ce que l'on propose? On est assez classique finalement d'un bureau d'études. On fait à la fois du conseil, du diagnostic, notamment à l'échelle des territoires, parce qu'on inscrit les infrastructures dans un ensemble géographique très complexe, que ce soit à l'échelle d'un bassin versant ou d'un bassin d'emploi par exemple. On fait de la modélisation. On va parler, il y aura un tout petit focus rapidement sur la donnée météo-climat qui a été évoquée. Et enfin, on fait du pilotage de projet, ce que l'on pourrait appeler de l'ingénierie de projet. Voilà. Alors, on parlait d'adaptation au changement climatique. Donc, une chose très importante, nous sommes associés avec un partenaire Predict Météo Services, donc une filiale de Météo France, avec qui on a développé une solution pour croiser la donnée météo-climat et des modèles prédictifs aux conceptions de nos ouvrages, avec également un partenariat clé qui est le CNES, avec l'Agence spatiale européenne, qui nous fait bénéficier de modèles prédictifs issus de l'ingénierie spatiale. Ça, petit focus, qu'est-ce que vous voyez ici? Des embâcles. Les embâcles sont l'une des conséquences les plus dramatiques et les plus coûteuses post-catastrophe. Donc on voit bien que la question de la résilience suppose ou présuppose des gestions de crise. Alors, c'est à ce titre qu'on a développé un proto de modélisation à l'échelle très très fine jusqu'au niveau des ruelles pour pouvoir anticiper des scénarios de circulation des eaux en milieu urbain, mais on peut également le faire dans des milieux autres tels que les zones rurales. Et à côté de ça, on a un outil qui permet de modéliser tous les embâcles possibles à travers des configurations à la fois topographiques et urbaines. Ça, c'est très important car cela permet de prioriser, par exemple, des gestions ou un plan d'action post-inondation en territoire contraint. Autre exemple, le phénomène d'îlot de chaleur qui est l'un des points critiques, notamment pour les projets d'urbanisme. Alors qu'est-ce que l'on fait à côté? On a développé un proto ici qui permet très vite de pouvoir, à travers un système d'information géographique et des maquettes numériques, pouvoir localiser par le géoréférencement le positionnement des façades des bâtiments et de voir derrière quel est leur niveau de radiation possible, que l'on croise avec des propriétés de matériaux et donc d'avoir les effets albédo urbains, mais également en contrepartie positive d'avoir des solutions pour, par exemple, modéliser le potentiel photovoltaïque des façades. Voilà. Donc on est à la fois dans du subi et dans du proactif en termes de solutions liées à des contraintes climatiques que l'on transforme en une solution positive pour l'aménagement. Et pour finir, voici la fameuse plateforme que nous avons développée en lien avec le CNES, avec Predict. Ici, notre objectif, c'est de pouvoir faire des modèles prédictifs à n'importe quelle échelle, globale et locale, sur des scénarios soit météo, donc court terme, et climatiques sur des longues tendances. Ici, petit clin d'œil, nous sommes sur le bâtiment de Léonard. On a la possibilité de faire la modélisation 3D des ouvrages, des habitations, des bâtiments. Et derrière, on y greffe donc toute la science de Météo France à travers des scénarios prédictifs du modèle climatique, mais également ici, on fait des liens avec des bases de données officielles pour pouvoir avoir des informations de type wiki climat. Ici, ce que l'on a fait, c'est la projection du risque d'inondation. D'accord ? Donc on est dans la région de la vallée du Var à Nice. Et ce que vous voyez, ce sont des prédictions par rapport à des données prédictives sur 30, 40, 50 ans, voire 100 ans. D'accord ? Sur le maximum de crues potentielles. Ensuite,
ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on peut y creuser un ensemble d'infrastructures et du coup, derrière, coupler ça avec des modèles de programme d'aménagement urbain et à partir de là de trouver quelle peut être la solution le plus optimale. Ce que vous voyez ici, ce sont par exemple la possibilité d'avoir en temps réel des données de lames de précipitation pour anticiper des pluies catastrophiques pour que les acteurs des chantiers chez nous, ou des activités de concession ou bien des collectivités puissent derrière activer un plan d'action associé. Voilà, donc on a tous les effets du climat, que ce soit précipitation, ici vous avez des vents et donc derrière tous les effets Venturi, des catastrophes qui peuvent par exemple déplacer des arbres, déplacer des grues pour nos chantiers, couper des accès à des zones de sécurité, etc. Donc voilà ce que l'on a mis en place et bien entendu l'un des intérêts majeurs de cet outil, c'est d'être un outil, je dis bien, mais ce n'est pas la réponse, pour l'optimisation, la modélisation de conditions climatiques extrêmes ou, je dirais, ponctuelles sur des territoires, avec d'ailleurs un plan d'action associé. Voilà, donc là, on a fait l'exercice sur la Grèce, par exemple, on peut aller n'importe où dans le monde. Voilà, donc ça, ce sont juste des briques de réponse. Et voilà, pour finir, voici nos partenaires. Les partenaires, ce sont tous ces acteurs-là qui soutiennent notre proposition de valeur et notre offre et qui nous positionnent sur leur marché et avec lesquels on travaille, donc à la fois en France et également à l'international. Voilà, merci. Et merci d'avoir tenu le temps. Tu es bien entraîné. Peut-être une ou deux questions pour Karim avant de vous proposer une autre solution. Et sinon, donc soyez tranquilles, il sera possible aussi de nous retrouver après les pitchs. Mais, ok, alors merci encore et on t'applaudit à nouveau. Donc. Une deuxième proposition, et cette fois-ci ce sera celle de Climate City. Et je vais demander donc à Laurent Husson, qui est son président, donc, de venir présenter ce réseau de capteurs qui a vocation précisément d'anticiper les pollutions, les catastrophes naturelles et les îlots de chaleur en zone urbaine. À vous. Bon, donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurent et je vais évoquer en quelques minutes le projet Climate City. Le projet est né de la rencontre de spécialistes du secteur aérospatial et d'experts du climat, un petit peu avant la COP21. Et en fait d'un constat tout à fait particulier qui est que dans tous les événements qui concernent le changement climatique, l'un des impacts majeurs du changement climatique concernera les villes, concernera les zones urbaines. En fait, quand on se projette dans l'avenir, on regarde deux courbes très importantes pour notre futur, l'urbanisation croissante et puis l'évolution majeure des risques liés au changement climatique. Et pour pouvoir anticiper les risques du changement climatique et pour pouvoir anticiper finalement peut-être les risques qui sont les plus importants pour la population humaine, c'est-à-dire les risques qui impacteront les villes, qui impacteront finalement l'ensemble des endroits où la population humaine est installée, nous avons donc besoin de travailler plus précisément sur l'anticipation du risque lié à l'impact du changement climatique sur le climat urbain, sur le climat des villes. Et dans ce cadre-là, en fait, quand vous observez l'impact du changement climatique sur les villes, vous constatez finalement qu'il y a l'impact du changement global sur les zones urbaines, mais que la zone urbaine elle-même a un impact sur son propre climat. Comme nous le savons tous, sur la planète, il y a à peu près 2 ou 3% de la surface du globe qui est urbanisée, et pourtant la surface du globe représente, les zones urbaines représentent à peu près 60 à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc s'il y a un enjeu majeur lié à notre travail commun sur le changement climatique, l'un des enjeux, c'est de travailler sur le climat urbain, c'est-à-dire sur le climat lié à ce que la ville produit comme impact sur le changement climatique global
et protéger les villes parce que c'est là où nous vivons. Et il se trouve que si l'on veut travailler précisément sur le climat urbain, il y a une donnée qui aujourd'hui n'est pas observée et qui ne permet donc pas de modéliser précisément les risques du changement climatique sur les zones urbaines. C'est une donnée qui est entre 0 et 1500 mètres au-dessus des villes, qui est en fait une donnée qui est liée à la fois à l'advection, c'est-à-dire à l'ensemble des phénomènes qui viennent de l'extérieur et qui impactent la ville, et l'ensemble des phénomènes qui sont produits par la ville elle-même sur son climat, tout ce qui est lié à l'évapotranspiration, tout ce qui est lié en fait à l'ensemble des phénomènes de chaleur, de radiation, etc. Et nous, chez Climate City, donc on travaille depuis 4 ans sur ce sujet-là. On a été en fait primé lors de la COP21 en évoquant le fait de construire un projet qui travaille précisément sur le climat urbain, la modélisation à moyen et à long terme du climat urbain, c'est-à-dire anticiper les risques climatiques par quartier, les anticiper très localement et les anticiper à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans, s'inscrire en complémentarité de tous les autres systèmes qui peuvent exister, comme celui qu'on vient d'évoquer par exemple, et travailler sur anticipation pour pouvoir ensuite avoir un vrai projet d'adaptation des villes face aux risques climatiques. Parce que l'enjeu pour le futur, le seul enjeu, et qui est d'ailleurs le thème de la conférence, c'est l'adaptation, comment on peut rentrer en résilience face au changement climatique. On a plein de solutions pour rentrer en résilience face au changement climatique. La question est, quel est le système d'aide à la décision qui nous permet de comprendre et de connaître finalement dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, l'impact des îlots de chaleur, de la pollution ou des risques d'inondation, les 3 phénomènes principaux, sur tel ou tel quartier de la ville. Quels sont les choix stratégiques que les urbanistes, les industriels, les acteurs sociaux vont pouvoir mettre en place pour pouvoir éviter que le changement climatique impacte les villes. Et nous avons fait une étude sur plus de 1692 villes dans le monde depuis 4 ans que nous développons ce projet-là. Ce projet est un projet développé avec des laboratoires de la NASA, avec le CNES comme on vient de l'évoquer, avec l'Université de Columbia. C'est en fait la rencontre entre des chercheurs de l'Université de Columbia, climatologues urbains et des experts du secteur aéronautique qui nous a fait imaginer un système tout simple, le déploiement de ballons attachés d'infrastructures légères au-dessus des villes pour capter à 300 mètres, entre 300 et 500 mètres d'altitude, des informations très précises, complémentaires des informations satellitaires et des informations météo, des informations que l'on captera en permanence pour pouvoir durcir des modèles qui permettront de dire à toutes les villes, à tous les acteurs de la ville, les parties prenantes publiques ou privées, voilà à quoi pourrait ressembler tel ou tel quartier de la ville, quels seraient les risques que ces quartiers rencontreraient dans le futur sur le plan climatique, que ce soit en îlots de chaleur, pollution ou risque de catastrophes naturelles, pour que les bonnes décisions soient prises en termes d'adaptation et d'aménagement de la ville. On évoquait, et pour conclure, et je lance juste un petit film de 2 minutes, on évoquait tout à l'heure par exemple Carcassonne ou des catastrophes à proximité de Carcassonne. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la catastrophe qui a été vécue donc, il y a quelques mois, il y a eu exactement la même catastrophe 10 ans auparavant. L'ensemble du mécanisme météorologique et climatique qui a généré cette catastrophe, qui a tué pas mal de gens dans notre pays, c'est une catastrophe qui s'appuie sur un mécanisme qui était connu 10 ans auparavant. Il s'est passé exactement la même chose, mais l'adaptation du terrain, l'adaptation du territoire n'avait pas été fait. L'enjeu, c'est l'adaptation. Pour ça, il faut des solutions, toutes les solutions qu'on imagine pour mieux faire respirer les villes, pour éviter qu'elles subissent le changement climatique, toutes les solutions de végétalisation, de nouveaux matériaux, de réorganiser la ville de manière plus intelligente. Mais pour la réinventer, il faut le système d'aide à la décision, dont le système qui va permettre de modéliser le risque climatique. Et Climate City arrive en complémentarité de tous les systèmes existants pour modéliser la donnée climatique urbaine, modéliser le climat à l'échelle locale et hyperlocale en captant la donnée majeure nécessaire entre 0 et 1500 mètres. Je suis désolé parce que je suis beaucoup trop long, je crois. Voilà.
Today, more than 50% of the world's population lives in cities. It is expected by 2050, this proportion will reach 66%. Therefore, protecting cities becomes a priority as they are turning into vulnerable ecosystems. We must address the health, economic, and social emergencies resulting from the combined effects of climate change and increasing urbanization. More than 2,000 cities around the world must adapt to climate change and help change the world. Climate City is the first global system dedicated to making your city smart, efficient, and ready to face climate change. Today, climate observation is based on two systems, satellites and weather ground station. Climate City complements these systems by providing hyperlocal and permanent monitoring of the urban climate. Climate City analyzes and models unpublished climate data that it collects above cities. The system relies on innovative platforms, balloons, and UAVs called Climate Birds. Climate Birds are easy to deploy and are approved by aviation authorities. These systems pose no danger for the population and do not create visual pollution. The Climate Birds carry miniature measuring instruments that collect only climatic data to create a definitive and comprehensive long-term modeling of the local urban climate. Model data can be accessed through a single intuitive software interface. This interface will enable decision makers and urban construction stakeholders to make long-term decisions and anticipate local effects related to climate change. Climate City shapes your city's future by integrating climate data to urban planning strategies. Our airborne infrastructure network of Climate Birds is deployed to collect data and identify urban climate patterns. The result is a hyperlocal characterization of urban microclimates, allowing climate modeling and predictions. Climate City's global internet platform, collecting and analyzing data from world cities, lets you benefit and contribute to a better and ever-growing understanding of urban climates. Climate City converts general climate patterns into operational predictions. These predictions allow the choice of relevant adaptation solutions to climate change and the implementation of intelligent climate planning. Merci. Bon, si vous en êtes d'accord et pour tenir l'horaire, je vous propose qu'on reporte les questions à la fin donc, de ces présentations et notamment on va partager un petit moment ensemble ensuite et ce sera je pense le bon moment pour en savoir plus sur les différentes solutions. Alors maintenant je voudrais donner la parole à une troisième solution qu'on a décidé de présenter aujourd'hui qui est Coolroof avec donc Manon Rosario qui est ingénieur R&D donc, pour Coolroof et qui proposait donc une approche du rafraîchissement si on peut dire des villes. Exactement. Juste pour la zapette, c'est à droite. Donc, du coup, je suis Manon Rosario et je travaille pour une entreprise qui est basée en Bretagne. Et nous, notre solution, enfin la solution qu'on apporte à l'adaptation des villes au changement climatique, ça va être de tout simplement repeindre les toits en blanc pour limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain dont on a déjà un petit peu parlé. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un îlot de chaleur urbain? C'est le fait que, par exemple, à Paris, il fait en moyenne 2,5 degrés de plus qu'en périphérie. Donc souvent, on le sent plutôt en été qu'en hiver. En hiver, on est plutôt content qu'il fasse plus chaud. Mais en été, ça peut devenir problématique. À quoi c'est dû cette augmentation de la température à l'intérieur des villes? Principalement, ça peut être dû au manque de végétalisation, à l'omniprésence de tout ce qui va être surface minérale. Donc, par exemple, on voit sur cette photo un enrobé bitumineux, des trottoirs qui sont hyper minéraux. Et rapidement, les différences de température entre des zones végétalisées et des zones minérales, elles peuvent monter. Donc là, vous voyez, jusqu'à 7 degrés. Donc pendant les épisodes de canicule, ça fait que ces différences entre l'intérieur et l'extérieur des villes peuvent monter à 8 degrés, ce qui devient rapidement problématique. Alors en quoi c'est problématique? Pour rappel, par exemple, pendant la canicule de 2003, on a eu à peu près 15 000 morts. C'est problématique aussi parce que pour s'adapter, on en parlait tout à l'heure, on va choisir les mauvaises solutions, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites climatisations qui vont apparaître partout. Donc ils vont être une solution ponctuelle puisque ça permet de rafraîchir l'intérieur des bâtiments. Mais du coup, ça va au contraire réchauffer l'extérieur, donc les villes. Donc ça devient problématique.
Alors comment on va faire pour lutter contre cet îlot de chaleur urbain? Il y a plusieurs solutions. Il y a la végétalisation, que ça soit des rues, des toitures. Il y a l'augmentation de la présence de cours d'eau. Nous, la solution qu'on a choisi de proposer, c'est d'augmenter l'albédo des surfaces, et notamment celle des toitures. Donc concrètement, on n'a pas inventé grand-chose, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, notamment en Grèce. Je pense que vous avez déjà vu ce genre d'image, c'est utilisé depuis très longtemps. Alors c'est compliqué d'appliquer de la chaux sur tous les bâtiments puisque les systèmes constructifs ont évolué. C'est pas forcément évident de garder de la chaux blanche très longtemps. Donc pour ça, on a développé un revêtement réflectif qui vient s'appliquer sur les toitures terrasses des bâtiments et qui va avoir un vernis qui permet de garantir donc cette durabilité à la fois à l'encrassement et aux UV, ce qui est un petit peu le point essentiel, puisqu'il faut quand même que le blanc reste blanc pour que ça ait un intérêt. Donc, du coup, on permet de renvoyer une plus grande partie du rayonnement solaire vers le ciel et donc de limiter l'échauffement de la toiture et donc par conséquent limiter l'échauffement à la fois à l'intérieur du bâtiment et à grande échelle pour la ville. Donc en termes de résultats, pour rester sur la ville de Paris, on a fait une expérimentation donc sur l'école Louis Blanc. On arrive donc entre l'année 2017 et 2018 à quasiment supprimer les heures d'inconfort au-dessus de 28 degrés. Et en termes de température de surface, on arrive à diminuer de 6 degrés en moyenne et diminuer de 20 degrés pendant les pics de chaleur, donc ce qui est hyper intéressant si on considère l'îlot de chaleur urbain. Un autre exemple qui n'est pas très indiscipline, c'est une péniche hôpital qui est en face de la Cité de la Mode, qui avait des gros problèmes de température à l'intérieur du bâtiment, puisqu'il y avait une toiture en métal, donc les températures pouvaient atteindre 40-50 degrés en été. Et pareil, de la même manière, on arrive à baisser de 15 degrés la température ressentie dans le bâtiment. Ah mince. Donc sur ce genre de... Sur ce genre de projet, c'est assez marquant. Après, l'idée aussi de l'entreprise Coolroof et de manière générale du mouvement Coolroof dans le monde, qui est né d'abord aux États-Unis, c'est aussi d'arriver à impliquer les citoyens et d'intéresser les gens sur ces problématiques d'atténuation du changement climatique. Donc à New York, par exemple, il y a des mouvements qui ont été montés pour permettre aux citoyens d'aller appliquer eux-mêmes ce genre de revêtement et être acteurs en fait de cette adaptation. Et on est assez heureux d'avoir aussi ça en France, puisque cette année, il y a un projet de Coolroof qui a été présenté au budget participatif de la ville de Grenoble et qui a été retenu. Donc ça permet aussi d'avoir ce volet-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Et c'est un joli exemple parce qu'il montre que, précisément, la question de la résilience peut être aussi une question d'innovation frugale et finalement relativement low-tech, et aussi l'engagement des citoyens. Alors, en forme de transition, je vais demander à Marion Appert, qui est chef de projet donc, à l'Urban Lab, le laboratoire d'expérimentation urbaine de Paris Senco, de nous rejoindre. Paris Senco, c'est l'agence d'innovation et développement économique de Paris. Et vous avez lancé en 2017 un appel à projet et un appel à start-up donc, sur l'adaptation au changement climatique, dont les deux prochains projets à pitcher donc, sont issus. Et on voulait vous donner l'occasion de nous présenter cet appel à projet. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Marion Appert et je travaille au sein de l'Urban Lab, qui est le laboratoire d'expérimentation urbaine de Paris & Co. Donc concrètement, l'Urban Lab aide des entrepreneurs à développer des solutions urbaines pour améliorer la ville. Par entrepreneur, on entend aussi bien des startups que des associations, des grands groupes, des PME. Ce n'est pas un critère de sélection. En revanche, on attend des solutions urbaines qui peuvent être des solutions innovantes de mobilité, de végétalisation, de mobilier urbain. C'est assez varié. Quand on sélectionne un projet, nos équipes vont l'accompagner pendant un an et demi pour l'aider à être testé en conditions réelles, donc ça peut être dans l'espace public, mais pas que, ça peut être dans de l'habitat aussi ou dans du tertiaire. Et on va l'épauler pour que pas à pas, il puisse tester sa solution en conditions réelles. C'est-à-dire qu'à l'issue de cet exercice, il va être capable de dire si sa solution est résistante, si elle est utile, est-ce que les utilisateurs la trouvent intéressante, si elle est faisable, parfois il y a des projets qui sont trop ambitieux, et surtout si elle a un modèle économique. Ça, c'est parfois un point qui coince.
Donc effectivement, en 2017, on a lancé un appel à projet sur le thème de l'adaptation au changement climatique. On l'a lancé avec la ville de Paris, qui a été précurseur sur ce sujet, puisque la ville avait adopté en 2007 un plan climat, puis en 2015 une stratégie d'adaptation au changement climatique. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit souci, sinon je ferai ça. Je vais continuer. Donc on a lancé cet appel à projet avec la ville de Paris, mais pas que. On l'a lancé également avec l'Agence parisienne du climat, avec l'ADEME Île-de-France, avec Haute-Paris et avec le réseau 100 Resilient Cities. Ah, ok. Voilà, c'est plus clair. Donc lancé en 2017, ça nous a permis de sélectionner 11 projets innovants et très variés, qui chacun à leur échelle proposaient de répondre à 4 enjeux, qui étaient le rafraîchissement déjà de la ville, les économies des ressources en eau, la modularité des espaces publics pour s'adapter au mieux au changement climatique, et enfin le renforcement du lien social. Ces projets étaient très différents les uns des autres. On a eu par exemple un projet de phytoépuration des eaux non potables de Paris afin de les utiliser pour de l'agriculture urbaine. On a également eu un projet de mobilier urbain que vous voyez en bas qui visait à offrir de la connectivité des prises électriques gratuitement dans l'espace public pour favoriser le travail dans cet espace public, un travail à l'ombre de ces ombrières. On a également eu un projet sur le lien social, donc un projet de conciergerie senior, parce qu'on travaille également sur cette thématique, sachant qu'il y a des populations qui sont particulièrement vulnérables, notamment en cas de canicule, les seniors, mais également les sans domicile fixe. Voilà. À l'issue d'un tel programme, on fait toujours une évaluation. On s'appuie pour ça sur des évaluateurs extérieurs. Et donc, après 1 an et demi de tests, on a tiré une évaluation et une synthèse de cette évaluation qui prend la forme de cette brochure. J'en ai apporté quelques-unes. Et qui évidemment revient sur toutes les étapes qui ont été parcourues par ces projets. C'est souvent ce qui est le plus intéressant, hein, vraiment de voir le cheminement, sur les résultats qui ont été obtenus, et puis sur les freins et les facteurs de réussite. Donc, je vous propose de la regarder, vous verrez un peu tout ce parcours, parce que c'est vraiment généralement un parcours. Moi, je vais laisser ça. Moi, quand je réfléchis aux enseignements que cet appel à projet nous a apportés, je trouve qu'il a été très enthousiasmant. C'était un sujet qui, en 2017, quand on l'a lancé, était encore un peu abstrait. Et en fait, on trouve que les résultats sont plutôt très bons. D'abord parce que sur 11 projets sélectionnés, 9 ont été déployés. Pour de l'expérimentation, c'est un bon résultat, donc c'est un bon signe de voir qu'ils ont abouti. Par ailleurs, autour des 9 projets déployés, on a eu 41 partenariats. Donc, c'est-à-dire que cette thématique, comme je vous le disais, qui était un peu émergente en 2017, suscite un très fort intérêt et qu'elle mobilise. Elle a mobilisé puisqu'autour des porteurs de projets, qui étaient souvent des start-up, des PME, il y a eu des groupements qui ont pu se constituer et leur apporter toutes les compétences nécessaires. Il y a également des partenaires qui se sont vraiment impliqués, qui ont mis leur foncier à disposition, mais également leurs compétences pour donner vie à ces projets expérimentaux. Une autre leçon que je retiens, c'est l'approche systémique qui a été développée par tous les projets. C'est-à-dire que les projets ne cherchaient pas seulement à faire du lien social ou de l'aménagement ou de la végétalisation. Généralement, ces dimensions étaient mêlées. Ils sont sortis des schémas des catégories habituelles et ils ont vraiment visé l'hybridation. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'un projet mené par Le Carillon, c'était un projet qui visait à changer notre regard sur les sans domicile fixe pour qu'ils soient moins vulnérables en cas de crise climatique. Ce projet s'appuyait sur de la végétalisation des rues, avec des commerçants, avec des habitants, avec des sans domicile fixe. Les bénéfices ont été multiples. Évidemment, on a favorisé ce lien social, mais on a aussi embelli la rue et on a apporté de la végétalisation. Donc cette approche cohérente du développement durable était vraiment très importante et c'est quelque chose qu'on tient à souligner.
Par ailleurs, et pour finir, la bonne nouvelle, c'est que derrière cette notion parfois un peu abstraite, il y a des vrais projets qui existent, qui sont ici illustrés et qui montrent que c'est possible en fait de s'adapter au changement climatique et que ça ne rime pas forcément avec un moindre confort, mais au contraire, ça peut apporter plus de qualité de vie. Voilà, donc ça c'est un peu les gros enseignements. Aujourd'hui, ma question, c'est comment faire pour que l'adaptation au changement climatique devienne un réflexe pour tous les acteurs de l'urbain, notamment vous. Comment effectivement on suit les réglementations, mais aussi on les anticipe. Comment on choisit de travailler dès à présent sur ce sujet qui va devenir une exigence de la puissance publique, comme ça a été le cas avec la gestion des eaux pluviales ou avec la gestion des tris. On a esquissé quelques pistes, quelques recommandations toujours dans cette brochure, donc n'hésitez pas à venir en discuter et j'espère que ça vous inspirera. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va donner la parole donc maintenant à un premier des deux projets justement lauréats de Paris Senco que nous voulions présenter avec Bocage Urbain, que nous présente Élodie Stéphan, donc, qui est un module d'aménagement urbain et paysager permettant de la gestion des eaux pluviales. Vous allez nous dire ça. Bonjour. Alors oui, Bocage Urbain, c'est un aménagement paysager modulaire qui propose d'associer gestion de l'eau pluviale et végétale en ville. Car... ah non, c'est bon, c'est lancé. Oui, il pleut de plus en plus dans nos villes aujourd'hui. On le sait car on constate que la pluviométrie s'est intensifiée dans nos régions tempérées, alors qu'en parallèle, nos villes continuent de s'étaler et de s'imperméabiliser. Donc l'autre constat qu'on fait aussi, c'est que, enfin, ce qu'on sait, c'est qu'on a plus de 70% de nos villes françaises qui ont déjà connu au moins une inondation par ruissellement. Alors comment contribuer, enfin comment désengorger les réseaux d'eau en ville? C'est le modèle du bocage qui sert notre projet. Le bocage, c'est un aménagement, un paysage rural qui constitue un système hydraulique très, très complexe et très intéressant. Et l'idée, c'est de s'en inspirer pour retranscrire ces caractéristiques, certaines tout du moins, en ville. Donc le bocage urbain, c'est un principe modulaire. C'est un système qui s'insère dans l'espace public, sur les places, entre le trottoir et la voirie ou encore en pied d'immeuble, pour collecter les eaux de ruissellement issues des toitures ou de la route, afin de végétaliser la ville. Le but, c'est donc de collecter cette eau, de la stocker et de l'utiliser sur place grâce au végétal, à la partie plantée et à ce végétal. On peut faire de la rétention d'eau ou de l'infiltration selon les besoins du site. Le module est adapté en fonction des contextes. Et les plantes qui vont consommer notre eau vont permettre d'apporter un maximum de biodiversité dans la ville. Le but, c'est d'à travers une palette végétale spécifique, c'est d'évapotranspirer un maximum, de pomper l'eau que l'on stocke pour contribuer à la réduction des effets d'îlots de chaleur. Donc on est dans une démarche d'autonomie, donc pas de recours à l'arrosage, avec ce projet qui intègre le cycle de l'eau. Et enfin, l'aspect modulaire nous intéresse car on a aussi pour ambition de réfléchir à une nouvelle forme d'aménagement en ville pour sécuriser les flux piétons des flux routiers. C'est à la fois un outil, un décor à l'image du paysage du bocage qui propose d'embellir la cité et d'apporter du bien-être aux citoyens. Donc ce projet, et je le développe donc en tant que designer porteuse de projet, en partenariat avec ICAD, avec le bureau d'études Oriti, qui est un bureau d'études en hydraulique, et avec, ça n'apparaît pas, mais avec nouvellement Bonasabla, avec qui nous travaillons sur la fabrication. On expérimente actuellement 8 modules sur le parc des Portes de Paris à Aubervilliers. Et ces modules collectent des eaux d'un bâtiment, d'une toiture de bâtiment de 70 mètres carrés.
Donc pendant 1 an, on va faire toute une campagne de mesures afin de démontrer la viabilité de notre système et de quantifier la capacité, enfin la quantité d'eau qui pourra être évapotranspirée par les plantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, je présente cette fois-ci le dernier projet que nous appelons aujourd'hui dans cette série de pitch. C'est celui qui a certainement, on vous l'a souvent dit, je pense, le nom le plus poétique, Lisière de tierces forêts, c'est splendide. Donc, qui va nous être présenté par Andrzej Bernik, qui est donc cofondateur de Fieldwork, qui est avec Alteralia, donc l'un des partenaires de ce projet. Oui, bonjour, donc merci pour l'invitation. Oui, Alteralia est un des partenaires, en fait, c'est le commanditaire au départ de ce projet. Après, ça s'est beaucoup agrandi, nos partenariats se sont beaucoup élargis. Et c'était aussi grâce à Urban Lab qui nous a permis de rencontrer différentes personnes qui nous aident à la mise en place de ce projet. Donc, voilà, donc ici vous voyez tous toutes les institutions et différents partenaires que nous avons aujourd'hui, avec lesquels on travaille pour avancer et mettre en place le projet très prochainement. Donc, voici le site. En fait, la problématique vient vraiment de quelque chose de très concret. Il y a Alteralia qui détient le bâtiment qui est derrière, et ça, c'est leur parking devant. Évidemment, il n'est pas dans un état désirable. Donc, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce parking pour qu'il devienne autre chose, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de cet espace qui soit dédié uniquement aux voitures. On voudrait y faire autre chose. C'est un foyer de jeunes travailleurs, donc on a beaucoup de personnes qui passent tous les jours. Il y a environ 500 personnes qui traversent cet endroit. Donc, comment on peut faire de cet espace un espace public agréable et dédié aux piétons? On nous a appelé comme ça, et nous on a dit très bien, c'est intéressant votre interrogation, mais en même temps, nous, en tant que concepteurs, en tant qu'architectes et urbanistes, on voudrait apporter d'autres questions à ces questionnements d'usage, parce qu'on s'est dit aujourd'hui, on doit trouver de nouvelles solutions, comment on construit la ville. On a d'autres problématiques auxquelles on doit répondre, et je remercie à tous ceux qui ont venus avant moi, qui ont tout expliqué, toutes les autres problématiques, donc je n'ai pas besoin de les faire. Donc, mais en tout cas, c'est des problématiques environnementales. Donc, je vais passer à ce type de représentation. Comme vous voyez, c'est une coupe, en fait, et ça, c'est la situation actuelle. On a un parking qui est étanche, le sol est imperméable, toute l'eau est collectée sur le côté et rejetée dans le réseau. Quand il y a du soleil, toute la chaleur s'accumule dans nos sols et on a clairement une situation typique îlot de chaleur urbain en formation. Et donc c'est à ça qu'on s'attaque en fait. On dit comment on devrait faire, et c'est une situation très classique, hein, ça existe partout en ville. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait construire la ville autrement pour que ça ne soit plus le cas à l'avenir? Comme vous voyez, il y a aussi une station météo, parce qu'on a commencé à mesurer l'état actuel, parce qu'on a envie de comprendre exactement quel est l'effet de ce qu'on est en train de faire. Donc pour ça, il faut qu'on connaisse la situation actuelle pour pouvoir la comparer avec après. Donc voilà, la première chose qu'on fait, on désimperméabilise. Il faut qu'on recrée le cycle d'évaporation et infiltration d'eau. C'est la première des choses. On va prendre un échantillon de sol aussi, parce qu'on aimerait aussi comprendre comment le sol va se modifier avec le temps une fois que le projet est mis en place. Deuxième étape, on fait du terrassement. On enlève les premières couches du sol. On a fait une analyse déjà auparavant, donc on sait quelle est cette composition. On sait que le sol est très pauvre. Après, il y aura bien sûr une forêt, donc c'est pour ça que c'est la lisière d'une tierce forêt. Donc on va planter. Et pour pouvoir planter, on doit rajouter un peu de compost ou un peu de matière organique dans ce sol existant. Parce que le principe, c'est de ne pas retirer ce sol qui est du remblai, qui n'a pas beaucoup de valeur, et de le remplacer par un sol de qualité qui viendrait ailleurs, et donc on serait en train d'appauvrir un autre endroit ailleurs, donc, et créer du déchet en même temps. Donc on est vraiment dans la reconstruction, donc on rajoute le minimum ce qu'on doit
pour pouvoir planter. Et on travaille avec les ingénieurs forestiers très forts hein, qui nous expliquent comment faire ça. Donc voilà, on reconstruit le sol et on met en place une structure réservoir qui nous permet de récolter et de stocker une partie de l'eau qui tombe naturellement hein, par la pluie et pour alimenter la plantation après. Donc au final, on vient planter des arbres, donc c'est une petite forêt. L'idée, c'est clairement depuis le début de ne pas réfléchir comme si on était en train de planter des individus, des arbres un à un, comme ça se fait aussi la plupart du temps en ville, mais de réellement créer un écosystème forestier en ville. Et j'insiste sur le truc qu'on est toujours en ville, on n'est pas en train de créer un écosystème forestier comme on pourrait le créer à l'extérieur de la ville. Ça, on sait le faire. Nous, on se pose la question, comment on le fait en ville? Et donc, c'est pour ça qu'on rajoute aussi, entre autres, on mycorhize les racines, donc c'est-à-dire on rajoute des champignons qui vont relier les arbres entre eux et leur permettre d'aller chercher de l'eau plus loin. Étape d'après, comme je l'ai dit, on a 500 personnes qui traversent le site. On voudrait, et c'est nécessaire, que cet endroit reste urbain. Et c'est pour ça qu'on rajoute une couche de revêtement minéral perméable, ce qui permet que le site reste totalement... Enfin, on peut y faire tout type d'activité qu'on retrouve en ville habituellement. Donc, comme vous voyez, on a mis un peu de mobilier urbain, mais ça c'est à développer. En fait, on laisse l'évolution de cet espace aussi aux usagers qui sont autour. Et il y a aussi un autre intérêt de recouvrir le sol, c'est parce que comme on a tellement de passages des personnes, ça pourrait recompacter le sol, ce qui ne serait pas très positif pour la plantation. Et au milieu, donc vous voyez, il y a une voie carrossable parce qu'on a une contrainte supplémentaire. Il y a une voie pompier qui traverse le site et qu'on doit préserver parce que c'est très important. Et on remet la station météo qui continuera à prendre des mesures. Donc, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, il pleut, l'eau peut s'infiltrer partout, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et ce qui n'est pas infiltré tout de suite parce que ça tombe plus vite que ce que la terre arrive à absorber, est stocké au centre qui sera ensuite redistribué aux arbres une fois que le soleil revient. Et donc maintenant, on a effectivement, on espère en tout cas, et on aura des données pour le prouver, créer un îlot de fraîcheur urbain. C'est-à-dire qu'une fois qu'il commence à faire très chaud, les arbres vont évapotranspirer et rafraîchir l'air par cette action. En même temps, on aura aussi la transpiration par le sol, l'évaporation par le sol, qui permettra de baisser la température encore plus fortement. Merci. Merci beaucoup. Merci André, c'était le dernier projet qu'on voulait présenter aujourd'hui, donc pour cet aperçu de solutions possibles en réponse à la problématique du changement climatique. On va boire un coup, si vous voulez, et poursuivre ces échanges donc, autour d'un verre. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous signaler, comme je le disais en introduction, qu'il y a beaucoup d'événements qui se tiennent ici. Dès la semaine prochaine, sur des thématiques franchement différentes, mais qui sont susceptibles d'en intéresser certains parmi vous. Mercredi, alors j'ai peur qu'il ne reste plus beaucoup de place, mais au Tribunal des générations futures que nous organisons ici même en soirée, sur une thématique qui est d'une importance vitale et que l'actualité rend encore plus prégnante, qui est la question du rapport, disons, entre les grands projets et la démocratie. En un mot, comment faut-il donner aux citoyens le dernier mot en matière précisément de grands aménagements et de grands projets. Ce sera mercredi et jeudi soir, toujours à l'initiative, j'ai oublié de le préciser, de la Fabrique de la Cité, donc le think tank des transitions urbaines qui réside également ici, un très bel aperçu de la façon dont on crée de l'innovation, disons, souhaitable et durable en ville, avec l'exemple de Hambourg, qui est une ville qui
pour certains d'entre vous, vous le savez bien, est à la fois une ville résiliente, mais aussi une ville très avancée sur le terrain, je dirais, de la ville intelligente, et qui a beaucoup innové pour financer sa régénération urbaine. Donc on aura la fine fleur de l'urbanisme allemand qui viendra donc présenter ce cas et comparer avec l'exemple français. Voilà, merci à toutes et à tous, et à très bientôt, donc à Léonard.